Bonjour, comme je l'ai promis comme je vous l'ai promis la dernière séance, je vais reprendre cette partie sur les dérivés d'ordre supérieur et la formule de Leibniz. On considère une fonction dérivable. Si f' est dérivable, on dit que f est deux fois dérivable et on note f seconde, sa dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. Plus généralement, la dérivée de f d'ordre 0, c'est f. La dérivée de f d'ordre 1, c'est f'. La dérivée d'ordre 2, c'est f seconde. On met l'ordre entre parenthèses pour ne pas confondre avec la puissance de f. La dérivée de f d'ordre n plus 1, c'est la dérivée de f d'ordre n. Et si f est n fois dérivable, si la dérivée d'ordre n existe, on dit que f est n fois dérivable. On dit dérivée de f d'ordre n et on dit aussi la dérivée nème de f. Alors, la formule de Leibniz permet de calculer la dérivée nème d'un produit de fonctions. Voilà, ça ressemble à la formule du binôme de Newton, qui permet de calculer les identités remarquables a plus b puissance n. Ici, la dérivée de f fois g d'ordre n. Sigma, k varie de 0 à n, coefficient binomial k parmi n, fois la dérivée de f d'ordre n moins k, fois la dérivée de g d'ordre k. D'abord, je vais parler des coefficients binomiaux. Après, je reviens à la formule de Leibniz. Voilà le coefficient binomial, k parmi n. On l'utilise souvent en probabilité et en dénombrement. C'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Et la première remarque, si je prends n moins k parmi n, si j'emplace k par n moins k, vous voyez donc ça donne la même formule. Et donc, n moins k parmi n, c'est exactement k parmi n. En particulier pour k égale à 0, 0 parmi n, c'est n parmi n, est égal, si j'emplace k par 0, c'est n factoriel sur 0 factoriel fois n factoriel. 0 factoriel, c'est 1, n factoriel sur n factoriel, donc ça donne 1. Donc, pour toutes les valeurs de n, 0 parmi n et n parmi n sont égaux à 1. Maintenant, si j'emplace k par 1, donc 1 parmi n et n moins 1 parmi n, ça donne, si j'emplace k par 1, n factoriel sur 1 factoriel fois n moins 1 factoriel. 1 factoriel, c'est 1. N factoriel, c'est le produit de n, n moins 1 jusqu'à 1. Et n moins 1 factoriel, c'est le produit de n moins 1 jusqu'à 1. On peut simplifier par tout ce produit de n moins 1 jusqu'à 1. Il nous reste n. Et voilà, donc ça donne n. Et ça, c'est vrai pour toutes les valeurs de n. Pour le coefficient 2 parmi n, la même chose, 2 parmi n, c'est n moins 2 parmi n. C'est n factoriel sur 2 factoriel fois n moins 2 factoriel. 2 factoriel, c'est 2. N factoriel, c'est n fois n moins 1 fois n moins 2 jusqu'à 1. N moins 2 factoriel, c'est le produit de n moins 2 jusqu'à 1. Et donc, je simplifie par tout ce produit de n moins 2 jusqu'à 1. Donc, il me reste n fois n moins 1 divisé par 2. Voilà, c'est quelques exemples de coefficients binomiaux. Je reviens maintenant à la formule de Leibniz.
Donc il y a une certaine symétrie dans cette formule. Le premier, par exemple, le premier et le dernier terme, c'est le même coefficient. Le premier terme, son coefficient, c'est 0 parmi n, c'est 1. Le dernier coefficient, c'est n parmi n, c'est 1. Le deuxième coefficient, c'est 1 parmi n, c'est n. L'avant-dernier coefficient, c'est n moins 1 parmi n, c'est n. D'accord? Et pour les termes dans cette formule, le premier terme, la dérivée de f d'ordre n fois g. Le terme suivant, c'est la dérivée de f d'ordre n moins 1 fois g'. On diminue l'ordre de la dérivée de f et on augmente l'ordre de la dérivée de g. C'est ça la technique pour retenir cette formule. À chaque terme, on diminue l'ordre de la dérivée de f et on augmente l'ordre de la dérivée de g. En- Pour n égale à 1, qu'est-ce que ça donne cette formule? F fois g, la dérivée de f fois g donne 1, c'est-à-dire f fois g'. Et si on connaît la formule, c'est f'g plus fg'. Et comment avoir cette formule? D'après ce qu'on a ici, sigma k varie de 0 à n. Si j'emplace n par 1, j'aurai k varie de 0 à 1. Donc k, il prend deux valeurs, 0 et 1. Donc il y aura deux termes dans cette somme. Deux termes. Le premier, j'emplace k par 0, et bien sûr n par 1. 0 parmi 1, c'est 1. La dérivée de f d'ordre 1 moins 0, c'est f'. La dérivée de g d'ordre 0, c'est g. Donc le premier terme, c'est f' fois g. Dans le deuxième terme, j'emplace k par 1 et n1 et n par 1, bien sûr. 1 parmi 1, c'est 1. La dérivée de f d'ordre 1 moins 1, donc c'est la dérivée de f d'ordre 0, c'est f. Pour la dérivée de g d'ordre 1, c'est g'. Donc le deuxième terme, c'est f fois g'. Et donc pour n égale à 1, j'obtiens f'g plus fg'. C'est une formule qui est déjà connue. Maintenant pour n égale à 2. Pour n égale à 2, k varie de 0 à 2. K, il prend les valeurs 0, 1 et 2. Donc trois valeurs, trois termes. Donc, dans les trois termes, donc je vais essayer de calculer les trois termes. Et à chaque fois, donc je remplace toujours n par 2, mais k par 0 dans le premier terme, k par 1 dans le deuxième et k par 2 dans le troisième. Alors le premier terme, k égale à 0, donc 0 parmi 2, ça fait 1. La dérivée de f d'ordre 2 moins 0, c'est f seconde. La dérivée de g d'ordre 0, c'est g. Donc le premier terme, c'est f seconde fois g. Le deuxième, k égale à 1. Donc 1 parmi 2, c'est 2. La dérivée de f d'ordre 2 moins 1, c'est f'. La dérivée de g d'ordre 1, c'est g'. Donc le deuxième terme, c'est 2 fois f' fois g'. Le troisième, maintenant, je remplace k par 0. Pardon, je remplace k par 2. Alors 2 parmi 2, c'est 1. La dérivée de f d'ordre 2 moins 2, c'est la dérivée de f d'ordre 0, c'est f. Et puis la dérivée de g d'ordre 2, c'est g seconde. Donc le troisième terme, c'est f fois g seconde. Donc f seconde fois g plus 2 f'g' plus f fois g seconde. Et voilà donc comment appliquer la formule de Leibniz. On passe maintenant à un exemple concret où je prends deux fonctions et je vais essayer de calculer la dérivée nf du produit. Bon, les cas les plus simples, c'est l'exponentielle d'abord, c'est le plus simple parce que la dérivée de l'exponentielle, c'est lui-même. Et si je dérive n fois, quelle que soit la valeur de n, je trouve toujours l'exponentielle.
Et le deuxième exemple le plus simple, c'est les fonctions polynômes. Parce qu'ils sont faciles à dériver. Et dès qu'on atteint le degré du polynôme, après les dérivés vont s'annuler. Par exemple, si on a un polynôme de degré 2, je dérive la première fois, la deuxième fois, et après ça devient zéro. À partir de la troisième fois, ça devient zéro. Donc, je considère cet exemple exponentiel de x fois x carré plus 1. Je prends f de x égale à exponentielle de x et g de x égale x carré plus 1. Alors, pour les dérivés de f prime, f seconde et n'importe quel ordre, ça donne toujours l'exponentielle de x. Pour la fonction x carré plus 1, de degré 2, g prime c'est 2x, g seconde c'est 2, et après ça devient 0. Et donc, dans la formule de Leibniz, il reste seulement trois termes. G, le g il va être multiplié par f seconde, le g prime par f prime, et g seconde par f. Et tous les autres vont, tous les autres vont s'annuler. Donc, g, g il est multiplié par la dérivée de f d'ordre n, en général, parce que ce que je viens de dire, c'est pour n égale à 2. Mais pour n quelconque, donc g, la fonction g, elle est multipliée par la dérivée de f d'ordre n, g' par la dérivée de f d'ordre n moins 1, g seconde par la dérivée de f d'ordre n moins 2. Et tous les termes qui viennent après sont nuls. Voilà la formule. La dérivée de f d'ordre n fois g, la dérivée de f d'ordre n moins 1 fois g', et là c'est multiplié par le coefficient 1 parmi n qui est égal à n, et la dérivée de f d'ordre n moins 2 fois g seconde, et c'est multiplié par le coefficient 2 parmi n qui est égal à n fois n moins 1 sur 2. Et après, tous les autres termes qui viennent après sont tous nuls. La dérivée de g d'ordre 3, elle est nulle, et après toutes les dérivées d'ordre supérieur ou égal à 3 de g sont nulles. Voilà, donc il nous reste seulement trois termes. La dérivée de f d'ordre n, c'est l'exponentielle de x, multiplié par g de x qui est égal à x carré plus 1. La dérivée de f d'ordre n-1, c'est toujours l'exponentielle de x, multiplié par g' de x qui est égal à 2x. Et la dérivée de f d'ordre n-2, c'est l'exponentielle de x toujours, fois g seconde, qui est égal à 2. C'est tout. Tous les autres sont nuls. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les coefficients. 1 parmi n et 2 parmi n. Après, on factorise par l'exponentielle de x. Essayez de refaire les calculs. Et bien sûr, vous allez avoir ce résultat. Maintenant, on passe au théorème de Rolle. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Rolle? C'est parmi les théorèmes les plus importants en analyse. Si on a une fonction qui est continue sur un segment AB et dérivable sur un intervalle ouvert AB, tel que f de A est égal à f de B, alors il existe un C dans l'intervalle AB tel que f' de C égale à 0. Donc, trois conditions: continuité sur le segment AB, dérivabilité sur l'intervalle ouvert AB, et f de A est égal à f de B. Alors, un schéma illustratif. Vous voyez bien sûr dans ce schéma, la fonction elle est continue
sur tout le segment AB. Quand je dis segment, ça veut dire c'est l'intervalle AB fermé. D'accord? C'est l'intervalle fermé AB. C'est un intervalle qui est fermé, borné. F de A est égal à F de B. C'est exprimé par une droite horizontale, parallèle à l'axe des abscisses. Et pour la dérivabilité, donc la fonction est dérivable sur tout l'intervalle AB, sauf peut-être au point A et B. Par exemple, f peut ne pas être dérivable au point A si, si la courbe admet une demi-tangente verticale. C'est lorsque la limite de f de x moins f de a sur x moins a est égale à l'infini, plus ou moins l'infini. Donc, dans ce cas, on a une demi-tangente verticale. La fonction n'est pas dérivable. Et ça ne change rien dans le résultat. La fonction dans cet exemple, elle est continue, elle est, elle est croissante et après devient décroissante. Donc, elle change de variation. Donc, il existe un point C où la tangente est horizontale, c'est-à-dire la dérivée est nulle. Alors, lorsqu'on a, lorsque, si on a une fonction qui est dérivable sur tout le segment AB, alors j'applique directement le théorème de Rolle en disant f est dérivable sur le segment AB et f de A est égal à f de B, alors il existe C tel que f' de C égale à 0. Là, on simplifie, c'est pas la peine d'écrire f continue sur le segment AB et f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. D'accord? Lorsque f est dérivable sur tout le segment AB. Donc, je remplace les deux conditions par une seule condition. Un exemple, une fonction qui est deux fois dérivable sur le segment 0,2 et qui vérifie les conditions f de 0 égale à f de 1 égale à f de 2 égale à 0. Montrer qu'il existe C1 et C2 tel que f' de C1 égale à 0, f' de C2 égale à 0. Et puis montrer qu'il existe un C3 tel que f seconde de C3 égale à 0. Là, par exemple, je vais appliquer le théorème de Rolle d'abord entre 0 et 1 et après entre 1 et 2. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? F est dérivable sur le segment 0, 1 et f de 0 est égal à f de 1. Donc, il existe un C1 entre 0 et 1 tel que f' de C1 égale à 0. Vous voyez là, ce n'est pas la peine d'écrire f continue sur le segment 0, 1. F est dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1. Et f de 0 est égal à f de 1. Alors, il existe. Ce n'est pas la peine. On écrit directement f est dérivable sur le segment 0, 1. Donc, je rassemble deux hypothèses en une seule. La continuité sur le segment 0, 1 et la dérivabilité sur l'intervalle ouvert 0, 1. Ces deux conditions, on les remplace par une seule. F est dérivable sur le segment 0, 1. Et plus l'autre condition f de 0 égale à f de 1, donc il existe un C1 tel que f' de C1 égale à 0. On fait la même chose entre 0, entre 1 et 2. Il existe un C2 entre 1 et 2 tel que f' de C2 égale à 0. Et maintenant, j'applique encore une fois le théorème de Rolle, mais cette fois à l'application f' entre C1 et C2. F' est dérivable parce que f est deux fois dérivable. F est deux fois dérivable, donc f' est dérivable. Sur le segment C1, C2, f' de C1 égale à f' de C2. Et donc, il existe un élément C3 entre C1 et C2, tel que f seconde de C3 égale à 0. Et voilà, on a répondu à la question. D'accord? Donc, d'abord, on applique rôle entre 0 et 1
et entre 1 et 2 à l'application f. Et après, on applique rôle à f', puisque f est deux fois dérivable. Donc, si je reviens au théorème de Rolle, on vient de le dire, souvent on a f est dérivable sur le segment AB, donc on applique et f de A est égal à f de B, donc on applique directement le théorème de Rolle. Si f est seulement dérivable sur l'intervalle ouvert AB, ce n'est pas un problème, c'est-à-dire si elle n'est pas dérivable au point A et au point B, donc ce n'est pas un problème. Mais elle doit quand même être continue sur le segment AB. Donc ce sont les conditions minimales qu'il faut avoir. C'est la continuité sur tout le segment AB et la dérivabilité seulement sur l'intervalle ouvert AB. C'est les conditions minimales. Si on diminue ces conditions, si on supprime l'une des deux conditions, le théorème n'est plus applicable. Par exemple, ici, cette fonction, elle vérifie f de A est égal à f de B. On a une droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par les deux points. Donc f de A est égal à f de B. On a la continuité, on a la dérivabilité sur l'intervalle ouvert AB. On a la continuité sur l'intervalle ouvert AB. Le problème, on n'a pas, parce que f ici n'est pas continu au point A. Donc, on a la continuité sur l'intervalle, disons, semi-ouvert AB, fermé du côté de B et ouvert du côté de A. Ok, f n'est pas continu au point A. Et à cause de ça, on ne peut pas appliquer le théorème de Rolle. Vous voyez bien, donc, sur la courbe, il n'y a pas de point C où la tangente est horizontale. Donc, il n'existe pas de point C tel que f' de C égale à 0. Donc, la condition de continuité sur tout le segment AB est indispensable, elle est nécessaire. Même chose pour la dérivabilité. Alors, pour la dérivabilité, si je prends cet exemple, la fonction, si je prends par exemple l'intervalle moins 1, 1, f de moins 1 est égal à f de 1, f est continu sur le segment moins 1, 1, mais malheureusement, f n'est pas dérivable sur l'intervalle moins 1, 1, parce qu'il n'est pas dérivable au point 0. D'accord? Il est continu sur le segment moins 1, 1, mais n'est pas dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. Sauf point 0, la courbe elle est pointue. La dérivée à droite est différente de la dérivée à gauche. Donc la fonction n'est pas dérivable. Et le théorème donc n'est pas applicable. On voit bien sur la courbe, il n'y a pas de point C tel que f' de C égale à 0. Pour les points qui sont supérieurs à 0, la dérivée c'est 1. Et les points qui sont inférieurs à 0, la dérivée c'est moins 1. Donc il n'y a pas de point qui vérifie f' de C égale à 0. Donc les conditions du théorème de Ross sont les conditions minimales qu'on peut avoir. F continue sur le segment AB et f dérivable sur l'intervalle ouvert AB et f de A égale f de B. Maintenant, on va généraliser le théorème de Rolle. C'est le théorème des accroissements finis qui est plus général que le théorème du Rolle. Le théorème de Rolle, ça devient un cas particulier du théorème des accroissements finis. Qu'est-ce qu'il dit le théorème des accroissements finis? F une fonction continue sur AB et dérivable continue sur le segment AB, dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Mais on ne doit pas avoir forcément f de A égale à f de B. Donc, si on n'a pas f de A égale à f de B, je ne peux pas appliquer le théorème de Rolle. Dans ce cas, j'applique ce théorème. Il existe un C tel que f de B moins f de A sur B moins A égale à f' de C. Et ce théorème, donc, si je l'applique dans le cas où f de A est égal à f de B, je retrouve le théorème de Rolle.
Donc, le théorème de Rolls, c'est un cas particulier de ce théorème des accroissements finis. Ou bien le théorème des accroissements finis est une généralisation du théorème de Rolls. Graphiquement, on n'a plus maintenant la droite AB n'est plus horizontale, n'est pas parallèle à l'axe des abscisses. Donc, le théorème des accroissements finis, il dit qu'il existe un C tel que f' de C égale à f de B moins f de A sur B moins A. F' de C, c'est la tangente, la pente de la tangente au point C. Et f de B moins f de A sur B moins A, c'est le taux d'accroissement entre A et B, donc c'est le coefficient directeur ou bien la pente de la droite AB. Le théorème des accroissements finis dit tout simplement qu'il existe un point C où la tangente est parallèle à la droite AB, tout simplement. Par exemple, ici, vous voyez bien qu'il y a un point où la tangente est parallèle à la droite AB. Et ce point n'est pas unique. Je peux avoir d'autres points. Là, il y a un autre point où la tangente est parallèle à la droite AB. Donc, voilà le lien entre le théorème de Rolles et le théorème des accroissements finis. Dans le théorème de Rolles, la droite AB est horizontale, parallèle à l'axe des abscisses. Dans le théorème des accroissements finis, cette condition n'existe pas. Donc, c'est une généralisation. La droite AB quelconque, parallèle ou non, je peux appliquer le théorème des accroissements finis. Alors maintenant, on va essayer de démontrer ça pour voir le lien entre les deux théorèmes. On démontre le théorème des accroissements finis à l'aide du théorème de Rolles. On pose L égale à f de B moins f de A sur B moins A. C'est le taux d'accroissement entre A et B. Donc, on doit montrer qu'il existe un C tel que f' de C égale à L. On pose alors g de x égale à f de x moins L facteur de x moins A. Cette fonction g, elle est continue sur le segment AB. Car f est continue sur le segment AB. G est dérivat sur l'intervalle ouvert AB, car f est dérivat sur l'intervalle ouvert AB. Et G de A, on calcule G de A et G de B. Bien sûr, si on place x par A, G de A, c'est f de A. G de B, c'est f de B moins L fois B moins A. Je simplifie par B moins A et je simplifie par f de B. Il me reste G de B égale à f de A. Et donc, G de B est égal à G de A. C'est exactement les conditions du théorème de Rolles. Donc, je peux appliquer le théorème de Rolles à l'application, mais à la fonction g. Il existe un c tel que g' de c égale à 0. Or, g' de x est égal à quoi? C'est f' de x moins L. Il existe un c tel que f' de c égale à L. Et voilà, donc la démonstration se repose sur le théorème de Rolles. Donc, en conséquence de ce résultat, un théorème que vous connaissez bien, si f', alors f' est supérieur ou égal à 0, si seulement si f est croissante. F' est inférieur ou égal à 0 si seulement si f est décroissante. Et f' est égal à 0 si seulement si f est constante. Bien sûr, vous connaissez déjà ce résultat. On l'applique pour étudier les variations des fonctions.
Mais voilà, ce résultat, c'est une conséquence du théorème des accroissements finis. Et puis, f' supérieur strictement à 0 implique que f est strictement croissant. Là, il n'y a pas d'équivalence. Si f est strictement croissant, ça n'implique pas que f' est strictement supérieur à 0. Ça implique tout simplement que f' est supérieur ou égal à 0 et n'est pas supérieur strictement à 0. Comme exemple, la fonction f de x égale à x puissance 3. Elle est strictement croissante. F' de x, c'est 3x carré. Il n'est pas strictement supérieur à 0. Elle s'annule au point 0. Donc on a seulement les deux implications. F' strictement supérieur à 0 implique f est strictement croissante. Et f' strictement inférieur à 0 implique que f est strictement décroissante. Deuxième conséquence du terme d'accroissement fini, c'est l'inégalité des accroissements finis. Alors, si f est une fonction qui est dérivable, c'est un intervalle i ouvert, et tel que f' est borné par une constante m, alors, quel que soit x et y dans i, la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à m fois la valeur absolue de x moins y. C'est un résultat très important et très utile. Grâce à ce résultat, on peut démontrer plusieurs inégalités. La démonstration est facile. Je prends deux points x, y dans i et j'applique le théorème des accroissements finis entre x et y ou bien entre y et x. Ça dépend si x est inférieur à y ou x est supérieur à y. Donc il existe un C entre x et y, donc on va dire entre x et y tout simplement. Ça peut être l'intervalle x, y et ça peut être l'intervalle y, x. Il existe C entre x et y tel que fx moins fy égale à f'c fois x moins y. Je passe à la valeur absolue. La valeur absolue de f de x moins f de y est égale à la valeur absolue de f' de c fois la valeur absolue de x moins y. Et puisque la valeur absolue de f' de c est inférieure ou égale à m, donc j'obtiens l'inégalité. Comme application, je vais prendre la fonction sinus. La fonction sinus, c'est une fonction qui est dérivable sur R. Sa dérivée, c'est la fonction cosinus dont la valeur absolue est inférieure ou égale à 1. Et donc, quel que soit x, y dans R, la valeur absolue de sinus x moins sinus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. Donc, c'est l'inégalité des accroissements finis. En particulier, si y égale à 0, j'obtiens la valeur absolue de sinus x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x. C'est une égalité très connue. Graphiquement, les deux courbes de sinus et moins sinus sont comprises entre les deux droites y égale à moins x et y égale à x. Notre application de l'accroissement fini, l'application très importante, c'est la règle de l'hôpital. Elle permet de calculer les limites dont les formes sont indéterminées. Alors, si on a deux fonctions dérivables, on veut calculer la limite de f sur g au point x0. Si, si la limite de f sur g est une forme indéterminée, je peux calculer f' sur g'. Si la limite de f' sur g' égale à L, alors la limite de f sur g égale à L. Les conditions pour utiliser ce théorème et cette règle, c'est que f sur g, f et g doivent s'annuler au point x0 pour que, pour que la limite de f sur g soit une forme indéterminée.
Et puis G' ne doit pas s'annuler en dehors du point x0 pour pouvoir écrire f' sur G'. Et en plus, ce résultat, on peut l'utiliser même si la limite est infinie. Ici, on a la limite de f' sur G' égale à L qui appartient à R. Mais en réalité, même si la limite n'appartient pas à R, même si c'est plus ou moins l'infini, je peux déduire, je peux conclure que la limite de f sur G est égale à L. C'est un exemple d'application, la fonction limite quand x tend vers 1 de ln de x carré plus x moins 1 sur ln de x. C'est une forme indéterminée. Tiens, quand x tend vers 1, on obtient 0 sur 0. Donc là, on passe en dérivée. Je prends f de x égale à ln de x carré plus x moins 1 et je calcule f' de x. G de x c'est ln de x, je calcule f' de x et je prends la limite de f' sur g'. f' sur g' est égal. Après, je passe à la limite quand x tend vers 1, ça donne une forme déterminée. Ça donne 3. Et donc, la limite de f sur g égale à 3. Vous voyez bien l'utilité de cette règle de l'hôpital, très importante. Un autre exemple, c'est limite qui est une forme indéterminée. Quand x tend vers 0, exponentielle de 0 c'est 1. 1 moins 0 moins 1, c'est 0 divisé par 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dérive le numérateur et le dénominateur. Le numérateur, sa dérivée, ça donne l'exponentielle de x moins 1. Et le dénominateur, la dérivée, c'est 2x. Donc voilà. Mais on a toujours une forme indéterminée. Je dérive encore une fois. L'exponentielle de x moins 1, c'est l'exponentielle de x divisé par 2. La dérivée de 2x, c'est 2. Et là, maintenant, ça devient une forme déterminée. C'est 1 demi. Vous voyez, donc je peux appliquer le théorème ou bien la règle de l'hôpital plusieurs fois jusqu'à ce qu'on obtienne une forme déterminée. Un autre exemple, sinus x moins x puissance 3 divisé par x puissance 4. Là aussi, c'est une forme indéterminée. Les premières dérivées, ça donne cos x moins 1 moins 3x carré, c'est 4x puissance 3. On passe x par 0, ça donne 0 sur 0. Toujours une forme indéterminée. Je dérive encore une fois. Moins 6x moins sinus x moins 6x sur 12x carré. C'est toujours 0 sur 0, forme indéterminée. Et encore une fois, on dérive encore une fois, mais cette fois, on obtient une forme déterminée. Vous voyez, ici, on obtient moins l'infini. Donc, la règle de l'hôpital, elle est applicable même si la limite est infinie. Et voilà, donc on obtient la limite de sinus x moins x puissance 3 sur x puissance 4 qui est égale à moins l'infini.